Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Et ce matin, on reçoit monsieur Sem Chabez Ovono. Il est né le 30 avril 1978 à Bitam, au nord du Gabon. Ingénieur en génie civil, diplômé de l'école polytechnique de Massoukou. Traditionnaliste, il l'est quelque peu. Amateur de contes, il est un peu plus, et ce depuis son jeune âge, il a choisi de d'abord se produire sur sa passion plutôt que sur le domaine même de sa formation. Cet ouvrage est le premier issu de sa plume. Monsieur Ovono, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez sorti Au clair de lune. Pourquoi un ingénieur en génie civil préfère écrire des contes? Oui, c'est en fait une passion pour moi d'écrire les contes. Mm-hmm. J'en emmagasine un grand nombre en fait depuis mon jeune âge et j'ai trouvé bon de partager ça à la jeune génération. D'accord. Justement, la première question qu'on se pose lorsqu'on est face à des fables, c'est d'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles viennent d'une tradition commune, donc à un peuple, à un pays, ou elles sortent purement de l'imaginaire de l'écrivain? Bon, à la base, à l'origine, il a été question d'écrire les contes que je connais depuis mon jeune âge, donc les contes traditionnels. Et dans l'exercice de ce dada, il m'est arrivé de commencer à créer moi-même des contes propres. Et il a fallu aussi que je contacte des gens d'autres cultures en fait, de notre culture gabonaise pour que j'obtienne d'autres contes. Et c'est ce travail-là qui a été fait, ce que je connais de ma culture traditionnelle, ce que j'ai pu moi-même créer par l'exercice de l'écriture et ce que j'ai appris d'autres cultures. Qu'est-ce qui vous attire dans le genre littéraire que vous avez choisi, donc celui des fables? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? D'autres auraient pu écrire un roman autour de l'histoire du père et des fils, par exemple. On peut en faire un roman et écrire, je pense, 200, 300 pages dessus. Pourquoi vous avez choisi de vous concentrer sur les fables? Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre littéraire? Qu'est-ce qui est particulier? Bon, il faut savoir que la personne qui m'a plus ou moins inspiré, c'est La Fontaine. Les fables de La Fontaine. C'est les fables de La Fontaine, parce que c'est ce qui nous a bercé dans Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, et ainsi de suite. En fait, c'était déjà merveilleux à l'époque quand on les comptait dans les années d'école. Et bon, il est arrivé que j'ai eu en fait cet ouvrage-là en entier et je l'ai bouquiné. Et c'est comme ça que je tombe sur une fable qui m'a rappelé un conte d'enfance. En fait, la fable de La Fontaine qui m'a normalement inspiré, c'est la fable intitulée Le vieillard et ses enfants. J'ai vu une certaine ressemblance entre cette fable et un conte que je connaissais dans ma tradition. Et alors, je me suis dit, donc on dirait que La Fontaine aussi comptait les contes de son temps et de sa civilisation. Et comme j'avais aussi des contes en moi, en fait, je me suis dit que je peux aussi les écrire. Et vous savez, naturellement, quand on commence à écrire les contes, on les écrit sous forme de contes, je veux dire en prose. Et comme j'ai vu qu'il y a beaucoup d'auteurs gabonais qui avaient déjà écrit en prose sur les contes, je voulais sortir un peu de l'ordinaire, en fait. Et c'est comme ça que j'ai dû défaire, en fait, ce que j'avais écrit en prose pour que ça devienne en fable. En fait, ça veut dire un langage, un texte en vers. Il y avait une différence entre les anciens contes et ce que vous voyez par exemple avec les anciens des villages, ce que vous avez auparavant lu. Est-ce qu'il y avait une certaine différence? Il est vrai qu'il y a certaines fables, dans mes fables, il y a certaines fables qui ressemblent à ce que certains autres auteurs ont conté en prose. Mais ce qui est là, c'est que la différence se trouve dans la manière de dire. Eux, ils ont fait la prose, moi j'ai fait le vers. Le vers, c'est la poésie, c'est la mélodie. En fait, c'est rythmé et c'est plus beau. C'est qu'au-delà du conte, au-delà de ce qu'on peut tirer du conte, il y a aussi cette musicalité en fait, qui se trouve dans ce que vous êtes en train de conter. Et c'est ça qui fait en fait la particularité de ce que j'ai fait. Je trouve le style un peu lourd. Par exemple, je vais aller à la page 64, un texte. Pourquoi il y a des parenthèses? Fable, création personnelle, ça veut dire que ça c'est à vous personnellement. Par contre, c'est cela. À la page 64, l'homme qui attrapait les mouches. Je vous plains, vous autres hommes, qui vous plaisez à amasser somme sur somme. Dans le même temps, je loue en Montfort certains de votre espèce.
qui, au bout d'honnêtes efforts, ont fabriqué leur richesse et sont parvenus à inscrire leur nom aux côtés de ceux des gens de renom. Certains hommes à main nue attrapaient toute mouche de lui qui de lui passait. Vous voyez le style, hein? C'est un peu... il faut se concentrer sur la lecture. Voilà. Je vais reprendre le deuxième couplet. Oui. Certains hommes à main nue attrapaient toute mouche qui de lui passait près. D'aucuns, pour réaliser la même activité, je veux dire, pour s'attaquer aux mouches, se servent du chasse-mouche. Notre homme ne voyait pas l'utilité de recourir à une machine pareille. Un jour donc qu'il s'adonnait volontiers à l'exercice de son injustifié métier, cet homme attrapait une abeille. Cette fable qui d'un adage a été tirée s'adresse à ceux qui, de tout thème s'accaparer, qui, indépendamment du sort, cherchent à acquérir maintes et maintes trésors. Toujours à arriver un jour où la culpabilité joue le détour. Peu de mots suffisaient à qui veut comprendre. Je m'abstiens par conséquent. De plus m'étendre. Bon, Le style est un peu Oui, lourd, je c'est trouve. j'avoue que Pour, vous... pour un enfant de 6e, ce serait difficile de parcourir ça d'une lecture courante. Bon, a priori, je n'ai pas écrit ça pour un enfant de 6e. Et à partir de quel âge on peut lire ces contes? Bon, en fait, le fait, c'est qu'un auteur ne s'intéresse pas à l'âge de la personne qui peut lire. Il appartient seulement que la personne ait un esprit philosophique et religieux pour l'accompagner dans sa lecture et pour comprendre. Un esprit philosophique Non, et religieux, qu'est-ce que ça vient faire là? Je veux dire par là que, bon, en fait, quand vous voyez, quand La Fontaine a écrit ses contes, par exemple, ses fables, elles étaient destinées à un enfant de bas âge, de 7 ans. Mais on s'était rendu compte que ce n'était pas, il n'employait pas un vocabulaire qui pouvait être accessible à un enfant de 7 ans. C'est plutôt les grandes personnes qui ont fini par comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Pour dire que, en fait, un auteur écrit ce qu'il a inspiré. Bon, il ne s'attarde pas à qui va lire. Bon, mais par contre, il est encore mieux pour l'auteur que la personne qui lit découvre que que l'auteur a dit des choses intéressantes. D'accord. Donc, je ne limite pas mon ouvrage à un certain âge donné. Oui, Gina. N'importe quelle personne peut lire, pourvu que la personne puisse comprendre. Monsieur Vono, la fable a toujours été un outil d'éducation, avec la sagesse qu'il y a à la fin de chaque fable qui est censée en fait éduquer donc les lecteurs et les emmener vers un chemin particulier. Est-ce que cela signifie que la fable doit aussi s'emprisonner vers un univers mystérieux, ancien, qui peut-être aujourd'hui ne parle pas à la génération que nous sommes? Je vous prends l'exemple du vieil homme, l'une de vos premières fables au début de votre livre, du vieil homme qui réunit ses enfants, qui s'apprête à mourir et ainsi de suite, et qui leur demande de briser en fait des choses et ça tourne autour de l'union en fait. D'accord. Aujourd'hui, on sait bien que les choses ne se passeraient peut-être pas comme ça. On a des ordinateurs désormais, on se parle au téléphone, on FaceTime, on Snapchat. Est-ce que tout ça, vous pensez qu'un jour, la fable pourrait intégrer tous ces paramètres-là, ou la fable, c'est un genre qui appartient à l'époque, à une époque des précise, choses que nous, on n'a pas vues, quoi. Bon, c'est vrai. Ça doit toujours rester dans le domaine mystérieux aussi. C'est vrai que... Imaginaire. Enfin bon, ce n'est peut-être pas à moi de définir le domaine dans lequel reste la fable. Bon, mais il se trouve que principalement la fable, c'est un petit récit, comme vous l'avez dit, un petit récit en vers duquel on peut sortir une morale. Une morale. Et vous voyez, en fait, la morale, même si généralement, ce sont les animaux, les êtres, les arbres, les poissons qui sont mis en jeu, qui sont en fait dans les aventures. Mais il n'appartient pas que quelqu'un puisse faire une analogie entre ce que ces animaux, ces hommes disent par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je veux dire par là qu'il serait peut-être, un peu... Et c'est même ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que si une fable indique une morale donnée. Si on tire une morale donnée d'une fable, on limite plus ou moins la portée de la fable en fait. Et moi, je préfère même encore des fables qui sont écrites sans pourtant qu'on dise la morale. Et on laisse la liberté au lecteur de voir, de réfléchir de tout ce qui peut tourner autour de ce qui a été dit. Et donc, si vous voulez voir le côté moderne, vous le verrez à l'intérieur. Si vous voulez voir le côté traditionnel, vous le verrez. C'est que vous avez une liberté absolue de penser à tout ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez entendu.
René Ruth, la Oui. fable à la page À 80. la page 80, on a le vieillard et le garçon. On t'écoute. Donc, un garçonnet s'en alla à grands pas vers un vieillard réputé de bon sens. Nous savons que bon nombre ne l'ont pas. Papy, dit-il, pourrait-on savoir d'avance dans quelle direction ira un oiseau, quand celui-ci de quelques endroits décolle? Jeune garçon, quand un oiseau s'envole, fût-il un aigle ou un busard des réseaux, un cormoran ou même un tisserand, je veux dire tous les oiseaux gamins, qu'ils partent d'une branche de goyavier ou d'une branchette de palutuvier, du toit d'une maison ou même du sol, bref, de tout lieu où il prend son envol. Un oiseau va où son bec regarde, répondit au garçonnet cet ancien qui est assis au corps de garde, et à ce mot s'acheva l'entretien. Par là, nous disons entre autres qu'hommage soit rendu à l'homme du troisième âge, tant pour la grandeur de sa connaissance que pour son bon sens et sa clairvoyance. Mais monsieur Ovonu n'a rien dit au garçon. Il l'a baladé. Et c'est ça le problème des anciens de la nouvelle génération. Quand on va vers les anciens pour leur expliquer des problèmes, ils nous balancent en proverbes, alors qu'on n'a pas la capacité souvent de décoder ces proverbes. Un oiseau va là où son bec pointe. Bon, Une voiture va là où son capot... Bon, c'est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez demandé qu'est-ce que ça veut dire un esprit philosophique. Généralement, vous allez voir que quand les sages résolvent les affaires, ils ne les résolvent pas de manière brute, dire que c'est X qui a raison, c'est X qui a tort. Généralement, quand il donne son avis, il fait sortir un proverbe et ceux qui comprennent savent plus ou moins par où il veut vibrer. Donc ici, il lui a donné une réponse que moi je trouve très claire. Bon, c'est vrai que vous ne le trouvez peut-être pas. Non, bon, c'est bon, peut-être que c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense que la réponse qu'il a donnée est véritablement claire. Qu'un oiseau va où son bec regarde. Mais c'est évident, le bec fait partie du corps de l'oiseau. Oui, mais non, justement. Justement, c'est qu'il appartient, s'il veut savoir où le bec... Parce que le gamin a demandé où est-ce que l'oiseau va quand il décolle. Ça veut dire, bon, en fait, quelle sera la direction qu'il prendra au moment où il décolle d'un endroit où il était perché. Il dit non, vous voulez savoir? Regardez avant qu'il décolle où est dirigé son bec. Et c'est la même direction exactement qu'il va prendre. Voilà la réaction. Voilà en fait, si on vous disait de faire une analogie de ce texte dans la société. Dans la société. Parce que là, c'est bien beau, les auteurs, vous aimez nous balader. D'accord. Après, vous ne voulez pas donner votre opinion personnelle des choses. D'accord. Bon, et là encore, je vais redire que, bon, si je viens à dire mon idée, si je viens à dire ma position, mon avis par rapport à cela, je vais encore un peu limiter la fable par rapport à ce que... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que quand vous voyez une personne, quand vous connaissez le comportement d'une personne, vous pouvez facilement savoir à quel moment, enfin, à une session donnée, qu'est-ce que la personne va faire. C'est ce que ça veut dire, en fait. C'est qu'il appartient de connaître les gens pour savoir à un moment donné ce que X ou Y peut faire par rapport à la situation à laquelle il sera confronté. Enfin, je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme ça. Non, c'est pas clair pour moi. C'est pas clair pour vous, hein. Oui, Gina. Si on lit ça à un enfant, on va c'est ça, chaque en fait. fois C'est la même chose expliquer, qu'on en dit. fait. Voyez-vous aussi, c'est que quand on dit, quand les personnages qui interviennent dans les fables, ne les voyez pas comme des gens limités. Regardez un peu le corbeau qui parle au renard. Est-ce que le corbeau parlerait à un renard? Le corbeau a son langage à lui. Le renard a son langage. Mais en fait, c'est ce qui se trouve derrière les informations, c'est ce qui se trouve derrière le dialogue qu'il appartient à la personne de comprendre. Mais ne voyez pas trop que c'est à un enfant qu'on a parlé, mais voyez plutôt des entités, voyez plutôt ce qui est dit entre les personnes et ce qu'on peut en tirer en fait. Vous êtes un traditionnaliste. Est-ce qu'il y a certains contes que vous avez modifiés par rapport peut-être à la situation actuelle? Le conte, si vous le modifiez, ce n'est plus le conte. J'ai créé des choses qui me sont propres par rapport à ce que je veux dire. Mais ce que j'ai reçu comme conte, je les ai traduites comme telles. Comme telles. La saison sèche et la saison des pluies. D'accord. La saison des pluies avait tendance à se vanter que la saison sèche était de loin sa cadette. Qu'elle interrompit une fête ou qu'elle s'arrosait une graine plantée, qu'elle tenait toujours le même propos et faisait cependant réjouir les crapauds. Chez l'autre saison, on alla à pas rapide rapporter les mots de sa consoeur humide. Moi, sa cadette. Mais voyons, c'est ridicule, dit la saison sèche à son rapporteur crédule. Si d'abord vous la voyez avant moi apparaître, c'est que vous l'eussiez aussi vue avant moi naître.
Les deux saisons s'étant rencontrées par hasard, chacune soutient son aînesse pour sa part. Au vacarme de la dispute en résultant, l'affaire fut examinée par les assistants. Ceci dire, enfin, aux deux saisons, vous avez chacune pour sa part raison. Car l'une après l'autre, vous venez souvent, on ne saurait vraiment dire qui vient avant. De même, à la fin de chaque discussion, non celle entre les saisons, mais les nôtres, on se sépare chacun ayant la conviction d'avoir dit vrai par rapport à l'autre. Bon, là, je pense que c'est suffisamment clair. Oui, là c'est suffisamment clair. Là, c'est suffisamment clair. Et ça, c'est peut-être clair parce que j'ai dit ce mot de la fin. Imaginez-vous que je serais... Pourquoi vos fables ont une conclusion? Bon, non, c'est pas une conclusion. C'est pas une conclusion. En fait, c'est plutôt la morale. C'est la morale qu'il a pensé de tirer. Imaginez-vous que je me serais arrêté à la conversation entre les deux saisons. Peut-être que quelqu'un n'aura pas compris. Oui. Et pourtant, ce que je suis en train de vouloir dire par là, c'est que généralement dans les discussions, les gens ont tendance à ne même pas écouter l'avis de l'autre. C'est que vous êtes campé sur ce que vous connaissez et c'est ce que vous soutenez. La personne, enfin votre interlocuteur, va vous donner autant d'arguments qu'il veut pour vous faire comprendre, pour vous faire savoir le contraire, mais vous serez toujours campé sur votre position. Et à la fin de la discussion, votre interlocuteur aura l'impression que c'est son point de vue qui était bien. Vous aurez l'impression que c'est votre point de vue qui était bien et vous vous séparez comme ça. Vous avez discuté pour rien. Enfin, c'est plus ou moins ça. En fait, c'est ce qui se passe ici avec l'action de pluie et l'action sèche. L'une disait que je suis le grand frère de l'autre. Enfin, du moins, je suis l'aîné de l'autre. Et l'autre aussi, de son côté, disait que moi, je suis aussi l'aîné de l'autre. Et c'est comme ça que les gens disent, mais attendez, finalement, qui est l'aîné de l'autre? Qui est véritablement l'aîné de l'autre? Et les deux discutaient, moi, je suis ton aîné, l'autre dit, c'est moi ton aîné. Et c'est comme ça, les gens ont tranché pour dire que, on vous voit venir l'un après l'autre. On ne peut véritablement pas dire qui est l'aîné. Et voilà comment la chose s'est coupée. C'est qu'on ne sait pas véritablement qui est l'aîné. Malgré que c'est sûr que chaque saison pense toujours qu'elle est l'aîné de l'autre. Donc vous conseillez aux gens de faire plus grande preuve d'écoute lors d'une discussion. Voilà. C'est qu'il appartient beaucoup plus d'écouter que de Réagir. C'est intéressant. Il y a un conte à la page 168, le lion, la tortue et les animaux, et à la fin vous dites, la suite de cette fable fera l'objet d'une toute autre histoire. Très bien. Bon, en fait, c'est vrai qu'un auteur se dit que son ouvrage sera lu. Il sera lu en entier, et que s'il est intéressant, il peut arriver que si vous renvoyez à une prochaine séance, peut-être que les gens vont accourir. Bon, c'est une fable que j'ai commencée et je ne l'ai pas terminée en fait. Et je peux vous rassurer, je peux vous dire déjà la bonne nouvelle, c'est que cette fable est déjà totalement écrite dans un autre ouvrage qui vient de sortir. En fait, j'ai reçu l'information hier de mon éditeur que l'ouvrage est déjà sorti. Donc ça veut dire que cette fable, elle est en fait inachevée ici. Et pour connaître exactement tout ce qui va arriver après, c'est dans l'autre ouvrage qu'il appartiendra de trouver cela. D'accord. L'épilogue à la page, vous avez fait un épilogue à la page 171. Oui. En ce tout premier ouvrage, je vais m'arrêter à ce niveau. Je crois que la peine ne vaut de remplir page sur page pour faire passer un message. J'ai nouvellement fait parler oiseaux, poissons, plantes et animaux, un fils de fauve, même par les mots. C'est adressé à un petit ongulé que Pharaon a-t-on appelé. Pourquoi avoir fait cet épilogue? L'épilogue, c'était une façon, plus ou moins de dire au revoir au lecteur. C'est un peu... Et vous voyez la façon que c'est... En fait, c'est que quand on lit la fable, enfin, là, nous sommes à la radio, c'est que la personne qui écouterait peut-être n'aura pas une bonne idée de la façon que ça se présente dans le livre. Voyez-vous comment c'est agencé? En ce tout premier ouvrage, je vais m'arrêter à ce niveau. Je crois que la peine ne vaut de remplir page sur page pour faire passer un message. Vous voyez, en fait, il y a une certaine musicalité. En fait, l'épilogue est d'abord toujours présent dans les ouvrages. Les écrivains mettent toujours un épilogue, mais vous avez tenu à donner la forme d'une fable à votre épilogue aussi, pour sortir dans la même logique que celle avec laquelle vous êtes entré, c'est ça? C'est cela. Et justement, ça laisse la porte ouverte au livre audio, parce que les fables, du coup, emmènent
les lecteurs dans un univers particulier. Et parfois, avec les livres audio qui sont tendance désormais, ça peut aussi bercer avec des voix et autres. Et j'ai entendu deux adaptations audio de vos fables. Est-ce que c'est la nouvelle porte ouverte que vous allez enjamber dans les prochains mois, dans les prochaines années, où vous préférez laisser les gens naviguer dans leur... si vous pouvez m'aider, vous les avez entendus, vous, les audios? Je les ai écoutés sur le site de l'Institut français. Bon, voilà, c'est vrai. Une voix de petite fille et une voix de dame. D'accord. En fait, c'est l'Institut français qui a lancé en fait ce programme-là. Il voulait que je fasse lire mes fables. Et c'est comme ça que ça a été fait. Bon, j'ai été content de cela parce que tout ce qui fait la promotion d'un livre va à l'avantage de l'auteur. Bon, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire à l'avenir. Bon, moi, je reste principalement écrivain et je ne fais qu'écrire, tout simplement. Dans le pour le moment. Dans le 4e paragraphe de l'épilogue, j'ai aussi non sans adresse exalté l'homme du 3e âge. Du moins, je lui ai rendu hommage en opposant sa sagesse à l'innocence de la jeunesse. J'ai l'impression que vous aimez trop, vous valorisez beaucoup la sagesse au clair de lune. Toujours un vieux et un jeune, un vieux et un jeune, un vieux et un jeune. Non, vous êtes sûr que tous les vieux, les jeunes sont comme ça parce qu'ils n'écoutent pas les vieux? Non, bon, mais il est peut-être arrivé que ce que vous avez lu, c'est des fables qui ont mis, où les intervenants étaient le vieux et le jeune. Mais j'ai beaucoup de fables qui ne parlent pas du tout de jeunes. À l'innocence de la jeunesse, la jeunesse est innocente, le vieux à la sagesse. Donc, les débordements de la jeunesse aujourd'hui sont la responsabilité du manque de sagesse de la vieillesse. Bon, il y a un proverbe qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». En fait, on a tendance à reconnaître que la vieillesse est synonyme de sagesse. Et la jeunesse est quelque peu synonyme de l'innocence, de l'immaturité. Bon, même si toute chose est discutable, mais c'est ce qu'on connaît déjà à la base, en fait. Un ingénieur de l'école polytechnique de Massoukou à fond dans la tradition, dans les sagesses anciennes. Il a eu un déclic, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, avant que je n'intègre l'école polytechnique de Massoukou, j'avais déjà une vie. Pourquoi vous n'avez pas fait lettres modernes? Non, bon, c'est... La faculté des lettres et des sciences humaines. Bon, le fait aussi, c'est que, en fait, l'écriture, je peux dire que c'est la dernière chose que j'ai adoptée. Ça ne fait pas 5 ans que j'ai écrit ce livre. Bon, mais avant, je présentais beaucoup plus de capacités scientifiques. C'est pour ça que j'ai fait une série scientifique. Mais pour avoir fait la science, vous savez, il y a beaucoup de scientifiques qui ont écrit. Je connais celui qui a écrit Jazz et Vin de Palme, Émile Dongala, qui est un grand scientifique. Il est même docteur, je pense, en chimie. Et c'était un grand écrivain. Les scientifiques ont cette particularité-là de pouvoir écrire et d'écrire avec beaucoup d'adresse sans pourtant divaguer sur ce qui serait inutile. Parce que, comment je peux dire ça, la rigueur scientifique voudrait que vous disiez seulement ce qui est utile et ce qui intéresse. D'accord. Vous avez consulté beaucoup d'anciens du village pour certains contes? Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est même ce que j'ai en projet. Consulter les anciens pour avoir un peu plus de sagesse. Enfin, il y a encore des anciens qui ont de la sagesse dans ce pays. Ça existe toujours. et la sagesse n'est pas toujours forcément donnée aux anciens. Je connais bien des jeunes gens qui connaissent... Bon, moi, par exemple, j'ai écrit ce livre-là. J'ai écrit 55 fables. C'est 55 anecdotes. Si bien même que je suis, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un qu'on peut consulter. Si on veut avoir une certaine... enfin, c'est pas moi. Pour dire que ce n'est pas forcément la vieillesse comme on peut se la représenter, en fait. Mais c'est des gens qui ont des connaissances, des gens qui ont des choses à partager et qu'on pourra versifier et faire des fables. J'ai acheté ce livre le 12 mars 2020, un jour avant le confinement. Oui, je me rappelle. Après, on est rentré dans le confinement. Pendant ce confinement, vous avez eu de l'inspiration, vous avez préparé des choses? Oui, je disais tout à l'heure là que j'ai écrit un deuxième livre. Donc j'ai écrit ce deuxième livre-là dans la période du confinement. D'accord. Il est sorti, il est édité. Le même éditeur? Non, c'est pas le même éditeur. Il est intitulé Le soir autour du feu. Et je pense qu'il est encore beaucoup plus bien écrit parce que... Il est déjà disponible?
Le Il est, livre. il est déjà disponible en France. Oui, Bon, mais il n'est pas encore au Gabon, mais il le sera d'ici 8 jours. d'accord. Monsieur Ovono, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Oui, je ne dirais pas un mot de fin. Si. Bon, enfin, je sais pas. c'est Avant déjà- de se séparer, vous avez un mot de fin. D'accord. Vous êtes vraiment un écrivain. Bon, voilà, donc je remercie encore Urban FM par rapport à l'opportunité qu'elle m'a offerte à parler de mon ouvrage Au clair de lune. Et je dis aux téléspectateurs que Au clair de lune, c'est un ouvrage qui contient 55 fables. Et ces 55 fables sont aussi intéressantes les unes que les autres. Il s'agit des sagesses ancestrales de notre terroir et de sagesse que j'ai aussi prise dans la littérature moderne avec les fables de mes prédécesseurs, enfin du moins je veux dire des fabulistes qui ont écrit avant moi. Et donc c'est cet ouvrage-là que j'ai écrit, présenté au public, et il appartient à n'importe quelle personne de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, et je suis sûr qu'il ne sera pas déçu. D'accord, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Starfresh Morning.